Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si nous sommes connectés, on est en train de faire les derniers réglages. Ça y est, ok, super. Donc bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureux d'être en face de vous aujourd'hui, malgré les 12 000 km qui nous séparent. Tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr Benoît Baye, Géry Pietani pour cette invitation sur cette plateforme qui est un super moyen pour nous de nous faire découvrir. Alors mes collègues me disent qu'il y a peut-être un souci technique. Alors, non, c'est bon, tout est bon, ok, donc tout est bon. Donc voilà, encore une fois, merci à l'ensemble de la confrérie du Rhum de nous permettre de nous exprimer face à vous aujourd'hui et de vous présenter un peu la distillerie d'Indochine et les rhums sans pan. Donc bienvenue au Vietnam et bienvenue à la distillerie d'Indochine. Je suis très heureux d'être en face de vous encore une fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de la distillerie et des rhums sans pan. Donc voilà, c'est une distillerie qui est toute jeune. On a fait l'ouverture officielle le 31 mars 2019, donc ça a tout juste un an. Mais enfin bon, l'idée revient de très loin, car comme l'ont noté 2-3 internautes, notamment Patrick et Damien, que je salue s'ils nous regardent et que je remercie de sa réponse. Je m'appelle Antoine Poire-Cuite et puis voilà, Antoine Poire-Cuite, je suis le propriétaire et distiller à la distillerie d'Indochine. Et c'est vrai que la tradition de distillation remonte à assez loin dans la famille, comme vous l'avez remarqué. Donc mon nom de famille Poire-Cuite vient du fait de distiller une cuite dans l'est de la France, car je viens de l'est de la France, et le fait de bouillir le mou pour en extraire l'alcool. Et poire, je ne vais pas vous faire de dessin, je pense que tout le monde aura compris. Donc moi, ma première distillation, j'avais 6 ans, avec mon grand-père qui était bouilleur de cru, les deux d'ailleurs étaient bouilleurs de cru. Donc depuis l'âge de 6 ans, chaque année, en famille, entre amis, on distille un peu tout ce qu'on trouvait dans nos vergers. Et puis j'ai été un peu passionné par ce système de distillation. À chaque fois, c'était très convivial. On était tous autour de l'alambic, un appareil magique qui permet d'extraire les essences, de faire de l'eau de vie. Donc c'est quelque chose aussi de très poétique. Donc voilà, je me suis intéressé au fur et à mesure des ans pour aujourd'hui monter une distillerie. Alors le projet, je l'ai depuis très longtemps. Au départ, ça devait être une distillerie de fruits et d'eau de vie en France, avec un marketing plus ou moins tout trouvé, avec Poire-Cuite bien sûr. Mais l'idée a évolué avec les voyages, les rencontres et les différentes personnes que j'ai pu croiser pendant mes voyages. Donc je suis arrivé moi en Asie, au Vietnam en 2008. Je suis resté 3 ans à Hanoï en tant que commercial dans le monde du vin. Voilà. Après, je suis parti sur Hong Kong pendant un peu plus de 2 ans pour faire la même chose, commercial dans le vin. Et après, j'ai rejoint le groupe Marie Brizard pour m'occuper de la zone Pacifique et de la filiale de Shanghai, où je suis resté 4 ans. Voilà. Après, j'ai démissionné, je suis parti de Marie Brizard en fin 2016. Je suis revenu au Vietnam pour monter le projet de la distillerie d'Indochine. Donc c'est un peu là où j'ai rencontré mes acolytes, qui étaient déjà des amis depuis longue date, à qui j'ai présenté l'idée et le projet, et très rapidement on rejoint l'aventure. Donc il y a eu Julien Massé, qui est un ancien de la Chine. Ça fait 12 ans que tu es en Chine, c'est ça, 12 ans? Ouais. Qui parle chinois et qui travaille dans le monde du vin également sur l'ensemble de la zone Asie-Pacifique depuis une dizaine d'années. Donc je vais t'inviter à faire un petit coucou pour que tout le monde puisse te voir, Jules. Donc voilà, Julien Massé. Donc voilà, dans le monde du vin depuis 10 ans. Bonjour à tous. Voilà. Merci de m'avoir rejoint pour ce streaming et de votre intérêt pour la distillerie d'Indochine. Voilà, donc un palais très fin qui nous aide beaucoup dans tout ce qu'on expérimente. Et il y a également Yann Visser. Pareil, un ancien du Vietnam, lui. Ça fait 12-13 ans aussi qu'il est ici au Vietnam et qui nous a rejoint tout au début de l'aventure. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Voilà.
Donc nous sommes les trois fondateurs de la distillerie Indochine. Alors avec eux, avec Julien et Yann, l'idée a évolué d'une simple distillerie entre guillemets à un site un peu touristique autour du Rhum. Dans un deuxième temps, je vous présenterai un peu plus la distillerie. Donc avec eux, l'idée a pu naître. Fin 2017, nous avons acheté le terrain là où nous sommes, donc dans le Asiang, centre Vietnam, en bord de mer. Mars 2018, on a commencé la construction des bâtiments et l'installation du matériel qu'on a fait venir d'Europe. Donc cela a duré une petite année. Et en mars 2019, on ouvrait la distillerie au public avec le lancement officiel. Et nous avons fait notre premier Rumfest aussi d'ailleurs à cette époque, juste après l'ouverture de la distillerie. Donc voilà, juste après aussi, tout au début de l'aventure, on a eu quand même aussi une quatrième personne qui nous a rejoint, Jacques Cateloin, qui lui s'occupe du site de la distillerie, de l'accueil touriste, de la gestion tour opérateur, qui est aussi notre sommelier derrière le bar, qui vient de l'Est de la France aussi comme moi, qui est un adepte aussi des distillations dans l'Est, je crois, avec tes parents et ta famille. Donc voilà, autour de moi, trois passionnés de distillation, de spiritueux, de vin également. Julien est un dictionnaire ouvert en termes de vin. Voilà. Et donc personnellement, voilà, pour moi c'est un peu un projet de vie, une idée que j'ai depuis toujours de monter ça, et avec ces trois acolytes, on a pu rendre tout cela possible. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord dans un premier temps notre outil de production, parce qu'on est quand même dans une distillerie. Donc on va faire un petit tour de la distillerie, où je vais vous montrer un petit peu les équipements, et après on reviendra ici dans le bar de la distillerie pour parler étape par étape des process de production, tout en détail, en toute transparence. On espère en faire un peu voyager, en tout cas en faire découvrir un petit peu notre univers tropical du Vietnam, en ces périodes plutôt complexes pour vous, d'isolationnisme et de confinement. Voilà. En espérant que vous allez tous très bien. Et que vous noyez votre chagrin dans les petits branches. Donc voilà, donc là je vais demander à Yann de prendre le téléphone, de m'accompagner dans la distillerie pour que je puisse vous présenter un peu tout ça. Hop là. Donc là, le site de la distillerie, il faut imaginer la mer. Bon, alors là, il fait nuit, il est 19h ici chez nous, mais il faut imaginer que la plage et la mer est à environ 50 mètres de la distillerie. On a un peu fait un petit jardin tropical dans la distillerie, donc là, il fait nuit, effectivement, mais on est plutôt dans une localité très tropicale et très sympa. Une mascotte de la distillerie, Ninja le chien. Voilà. Donc je vais vous inviter à me suivre jusqu'au début de la production. On va commencer par la presse. Donc là, je ne sais pas si vous voyez grand chose, on est dans le jardin où on accueille les touristes à la distillerie. Voilà, où on fait bar la journée, on accueille des personnes pour faire des visites, pour des dégustations. Et on a également une homestay sur le site qui permet d'organiser des week-ends autour du Rhum avec les touristes de passage ou les amateurs de Rhum. Donc je vous invite à l'entrée de la distillerie. Donc ici à l'entrée, c'est ici qu'on reçoit nos cannes à sucre. Donc le choix de l'emplacement, en fait, il a été un peu stratégique parce que dans le Quang Nam, c'est là où on trouve les meilleures cannes à sucre du Vietnam. J'y reviendrai un peu plus tard. Et on est seulement à 50 km des champs de canne. Donc on reçoit les champs de canne qui ont été coupés en fin d'après-midi le jour précédent et on le reçoit à la première heure le matin. Et donc c'est ici qu'on les presse avec cette machine brésilienne qui nous permet de broyer environ 700 kg par heure. Donc les cannes sont traitées ici. Elles arrivent sur des tiges où elles ont été coupées et récoltées à la main. C'est important aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Elles sont nettoyées dans le bac, puis pressées. Alors c'est important, on fait une seule presse. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, je vous présente uniquement le matériel et on reviendra après à la production dans un deuxième temps, juste après la visite.
Donc le jus de canne, une fois pressé, est réceptionné ici dans ces bacs pour une filtration. Donc ici vous pouvez voir, voilà quelque chose d'un peu pédagogique parce que c'est quand même un lieu de visite où on explique un petit peu le rôle des levures, des bactéries dans la fermentation à ceux qui ne connaissent pas du tout le procédé de la fermentation. Donc c'est quand même un rôle assez pédagogique parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un lieu de production mais c'est également un lieu d'accueil. On reçoit énormément de personnes qui ne connaissent rien du tout à l'alcool et au rhum non plus. Donc c'était important d'avoir une approche assez pédagogique pour leur expliquer le procédé. Donc le jus de canne est réceptionné, puis est transféré dans les cuves de fermentation qui nous viennent d'Italie. Donc ici nous avons 4 cuves de fermentation de 2000 litres chacune qui sont thermorégulées. Donc ça nous permet de contrôler les températures pour une fermentation plus adaptée, une meilleure fermentation un peu plus longue pour développer un peu plus d'arôme. Pareil, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Vous pouvez voir au fond. La boîte de contrôle, les 4 cuves sont indépendantes et nous les remplissons au jour le jour. Et chaque cuve est distillée séparément. Parlons de distillation, c'est l'étape juste à côté. Où on arrive sur le merveilleux appareil à colonne, Odette, qui nous vient du Gers. Donc dans un premier temps, dans une première vie, c'était un alambic à colonne qui faisait de l'Armagnac, qui a été complètement retapé avec du cuivre, la jupe a été refaite, les cuivres ont été refaits. Donc c'est une colonne à 11 plateaux d'extraction, 2 plateaux de concentration et une lentille de rectification. Nous avons le chauffe-vin ici où le jus de canne fermenté arrive par gravité. Vous pouvez voir dans le fond, il y a une cuve qui a 10 mètres là-haut qui permet d'alimenter l'alambic par gravité. Une contenance de 1000 litres qui permet d'alimenter la colonne. Le réfrigérant ici, donc vous pouvez voir, il y a quelques tuyaux, on était en production il y a encore pas longtemps, on est un petit peu en avance, c'est pour ça que l'alambic est un petit peu démonté. Le réseau qui permet de refroidir les cuves de fermentation est monté aussi sur le réfrigérant, ça nous permet d'économiser de l'eau et d'avoir un circuit fermé où on garde l'eau sans la jeter. Voilà. Donc vous connaissez probablement le principe. Donc voilà, une fois que les vapeurs sont condensées, nous réceptionnons le rhum dans cette cuve où on le sort entre 70 et 70. J'y reviendrai dans un deuxième temps. Une fois que on a réceptionné le rhum, on contrôle bien sûr la qualité et après on l'emmène dans les cuves de maturation. Donc là on a un petit parc de stockage et de maturation. Donc c'est les cuves qui nous viennent du Vietnam en inox 316N, c'est important, on est en front de mer avec l'air iodé et puis le sable, etc. C'est important d'avoir quelque chose qui résiste bien au point de rouille. Ces cuves donc, sont alimentées par un système de goutte à goutte pour la dilution. Donc on fait un système de goutte à goutte qui nous permet d'avoir une réduction de minimum 6 mois avant de sortir un rhum, en fonction du degré d'alcool qu'on souhaite. Une fois que les rhums sont prêts, on soutient le rhum, on passe dans mon deuxième bureau, le laboratoire. Donc le laboratoire qui a plusieurs fonctions, le laboratoire qui nous permet de contrôler la qualité de nos cannes à sucre, la qualité des jus de canne pressés, qui nous permet de suivre la fermentation aussi au jour le jour, c'est important, et de contrôler la qualité des rhums. Donc ici derrière vous, vous pouvez voir quelques matériels aussi. On a un filtre à plaque, on ne fait pas de filtration à froid. On a une rinceuse à bouteille qui nous permet de rincer nos bouteilles avec du rhum et pas de l'eau, c'est à son importance. Une embouteilleuse 4 bec et une étiqueteuse semi-manuelle. Donc c'est assez, donc c'est pas industriel, on est complètement dans du craft. Et c'est ici aussi que je fais un petit peu mes assemblages. Donc vous pouvez voir sur les étagères, on est en train de travailler sur un futur Spice. Donc là-dessus on travaille. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Ça on en parlera un peu plus tard aussi quand je vous présenterai la gamme des produits qu'on a disponibles à venir et pour le futur. On va passer juste à côté au chai pour vous présenter notre parc avarique. Voilà, hop, je passe devant vous. Donc voilà, ici le bureau du distilleur Alexandrie. Donc voilà, ici nous arrivons un peu dans le coffre-fort de la distillerie, où pour l'instant nous avons un parc d'une douzaine de barriques.
On est parti sur des barriques ex-cognac, des VSOP, pour les plus grosses. Et on a fait un essai aussi avec 3 barriques ex-bourbon pour voir un petit peu les différences que ça peut apporter entre des barriques de bourbon et des barriques de cognac. On a aussi sur l'eau une commande d'une trentaine de barriques qui arrivent pour faire plus d'essais dans le futur. Donc voilà, maintenant que je vous ai un peu présenté l'outil de production, on va parler un petit peu de comment on fait ce rhum sans vent. Et donc voilà, et Jacques va se joindre à moi pour pouvoir suivre les questions en direct. Voilà, s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure, Jacques va m'assister un petit peu pour pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour commencer un petit peu, on va parler de la canne à sucre. Donc la canne à sucre, le Vietnam, il faut savoir que c'est le 14e pays producteur de canne à sucre au monde. C'est pas non plus une grosse production, on est aux alentours de quoi? Il y a 300 000 hectares avec une production de 15 millions de tonnes de canne à sucre qui se répartit sur une quarantaine de moulins dans le pays. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Vietnam, c'est un pays communiste et que les entreprises ne peuvent pas détenir la terre. Donc ça, c'est une chose très importante parce que ce sont l'ensemble des petits producteurs, des petits paysans qui vont cultiver la terre pour les moulins. Donc chaque petit paysan dispose de 1, 2, 3, 4, 5 hectares de terre cultivée et c'est lui qui va cultiver ses cannes à sucre. Donc il y a plein de mécanisation. Pour une terre cultivée de 3 hectares, c'est pas pensable d'avoir un tracteur ou une moissonneuse-batteuse pour couper les cannes. Donc tout est fait à la main et les rendements sont assez bas. Ici au Vietnam, on est en moyenne sur un rendement hectare de 65 tonnes par hectare. Donc, ce qui est assez bas, ce qui permet d'avoir en fin de process une qualité de canne une canne plutôt qualitative, et d'éviter tout ce qui est épuisement des sols. Parce que voilà, on est quand même assez attaché à tout ce qui est développement durable et la production un petit peu traditionnelle, sans utilisation de pesticides et sans faire entre guillemets pisser la terre. Donc nous, on travaille avec ces gens-là, ces petits producteurs en direct. Donc régulièrement, on va sur le terrain pour faire des analyses de sol, pour faire des analyses de canne, pour être sûr un petit peu de comment la canne est cultivée. Pour être sûr comment la canne est cultivée, pour être sûr aussi des nutriments présents dans la terre, c'est important, tout ce qui est azote, phosphore, potasse, et on suit vraiment le développement de la canne à sucre. Après, on va aussi sélectionner les parcelles. On travaille avec un intermédiaire qui fait un petit peu office de coopérative, on va dire, qui regroupe plusieurs petits producteurs, qui nous présente plusieurs parcelles de canne à sucre, pensant que ça peut nous intéresser, et on va sélectionner les parcelles. On travaille uniquement avec une seule variété de canne à sucre. On a fait plusieurs essais en 2018 quand on a commencé sur différentes variétés de canne à sucre. Ici au Vietnam, dans le Quang Nam, il y a environ une cinquantaine de variétés différentes et nous avons sélectionné une variété qui s'appelle Cavang, qui en vietnamien veut dire la canne jaune. Voilà, c'est un peu facile, j'ai l'impression que tout le monde fait pareil parce que la canne est jaune, donc on l'appelle la canne jaune. Donc c'est une variété un peu endémique du Vietnam, et je dirais un petit peu de la région Asie du Sud-Est parce que ça peut déborder sur les frontières thaïlandaises, cambodgiennes et au Laos, et plutôt bien cultivé ici au Vietnam. Il faut savoir aussi que, étant donné que c'est des petits producteurs, ils ne font pas appel à tout ce qui est engrais chimiques. Ce sont des fermiers qui ont d'autres activités à côté de la canne à sucre, donc il y a tout un engrais naturel qu'ils peuvent utiliser pour répandre dans les champs. Sachant aussi que c'est des grands cultivateurs, c'est quand même un pays qui est très agricole. Tout ce qui est irrigation, grâce aux rizières, ils sont quand même calés sur les méthodes d'irrigation. Donc les irrigations dans les champs de canne à sucre sont plutôt bien faites. Justement avec ça, j'ai une petite question de Philippe qui demande quels sont les critères pour sélectionner les parcelles. Alors ça va être des critères d'exposition, de drainage, d'exposition et en fonction de l'analyse des sols, en fonction des pourcentages d'azote, de phosphore et de potasse dans le sol justement.
voilà, si une parcelle est un peu trop à l'ombre d'une forêt, si elle a été sur-irriguée pendant des périodes qui devaient être des périodes de floraison, de maturation, etc., forcément ça va se ressentir sur la canne à sucre. Voilà, donc c'est bon, alors, pourcentage de sortie en colonne de Olivier Scar. Alors, pourcentage de sortie en colonne, on sort entre 70 et 72. Voilà, degré d'alcool. On essaye d'éviter d'aller au-delà. On est allé au-delà, on est monté jusqu'à 86 pour faire du hand sanitizer pendant cette période de crise. Mais voilà, après il y a des raisons un petit peu, on va dire, organoleptiques et de dégustation, des choses qui arrivent une fois qu'on dépasse un certain degré d'alcool, et qui ont des propriétés aromatiques qui peuvent être dérangeantes, en tout cas pour nous. Mais on en reviendra quand on discutera de la distillation. Donc ces cannes à sucre, une fois récoltées, elles sont livrées donc, à la distillerie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont récoltées à la main. Donc ça a son importance. Alors c'est pas par sadisme pour voir les paysans couper leurs cannes en pleine journée dans les champs, mais ça a un intérêt puisque la canne à sucre, c'est un graminé très sensible. Quand on la coupe, elle commence à s'oxyder, elle commence déjà une pré-fermentation. Et donc ça va apporter des arômes qui sont plus ou moins indésirables dans notre fermentation. En fait, les points d'oxydation se font au niveau des points de coupe. Donc si vous coupez une tige de canne qui fait environ 3 mètres à la machine, vous allez avoir une dizaine de points de coupe sur l'ensemble de la canne. Et si vous les coupez à la main à la machine, vous avez un seul point de coupe qui est à la base de la canne à sucre. Du coup, ça s'oxyde beaucoup moins vite. Donc on aura un jus de canne qui sera beaucoup plus frais et beaucoup plus intéressant à travailler derrière. Donc ces cannes à sucre, pour quand en France, Bérénice, je crois que je la connais celle-ci, je te salue Bérénice. La France devrait normalement être approvisionnée en juin, et donc le Sampan, le rhum Sampan sera disponible sur les marchés français en juin, fin juin. Donc j'en étais où? Oui, la canne. Donc la canne arrive à la distillerie sur des tiges plus ou moins nettoyées de leurs racines et de leurs feuilles. À la distillerie, on reçoit 4 tonnes de canne à sucre par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc 4 fois par semaine. La canne est travaillée, il y a 8 travailleurs qui sont sur la canne, nettoyer un petit peu, la rincer, on garde la peau pour garder les levures endémiques de la canne à sucre pour les fermentations. Et elles seront pressées une seule fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a son importance, puisque on va essayer d'extraire uniquement le cœur du jus. Si on faisait plusieurs presses, si on pressait trop fort, trop de fois, on va avoir en fait des arômes de fibres, des arômes de bois qui vont se mélanger avec notre réseau, avec notre jus de canne, et ça va apporter des arômes de bois. Choses qui sont plus ou moins indésirables dans notre fermentation. Donc une fois qu'on presse cette canne, on récupère le jus, on met la bagasse de côté, donc la canne broyée, et l'ensemble de la canne broyée va retourner en campagne, dans les champs, pour nourrir le bétail, tout ce qui est cochon, les buffles, et pour servir également de combustible pour tout ce qui peut être chaudière ou bien cuisinière. Ce jus de canne sera filtré sur des tamis de filtration. On a des filtres de 1 mm, 0,5 et 0,3 pour enlever le gros des fibres qui auraient pu passer dans la presse, puis sont mis dans les cuves de fermentation pendant 5 à 6 jours, ça dépend, des fois ça varie un peu, pour fermentation. Donc on fait des fermentations assez courtes, assez longues, pardon, de 5-6 jours, qui va nous permettre en fait de développer un peu plus d'ester. Donc, comme vous le savez peut-être, en fait l'ester, ça va être la molécule aromatique qui va venir parfumer en fin de process le rhum. Donc 85% de l'arôme qu'il y a dans une bouteille provient de la fermentation. C'est une étape très importante et voire cruciale dans le process de production du rhum. Donc en baissant la température, on va protéger un petit peu notre milieu des bactéries et on va aussi ralentir l'activité des levures. En fait, les esters sont formés par l'action, en fait, les bactéries vont venir stresser une levure et dans ce stress, la levure va lier un acide avec un alcool et ça va créer une nouvelle molécule qui est l'ester. Donc en ralentissant l'activité des levures, on va les faire plus travailler, on va essayer d'aller chercher plus d'arômes.
J'ai une question pour être Laurent Cuvier qui demande ajout d'eau pour la fermentation pour qu'elle démarre. Non, on n'ajoute pas d'eau. Le jus de canne est envoyé directement comme ça dans les cuves de fermentation. On va uniquement ajouter des levures naturelles déshydratées en pied de cuve, à peu près une demi-heure avant la mise en cuve de notre Vesoul, pour aider la fermentation. Alors ce qui va aider aussi la fermentation, c'est que la cuve de 2000 litres, on va la remplir en 4 fois 500 litres. Donc en fait, le fait d'augmenter cette population de levure par rapport à la population de bactéries, la levure va prendre le lead sur les bactéries, et c'est ça qui va aider au développement, au lancement d'une bonne fermentation. Qui sera le distributeur? Ok, alors le distributeur français sera les whisky du monde. Donc voilà, l'ensemble des bouteilles sont prêtes à expédier, ça devrait partir normalement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc voilà, vous pouvez voir d'ailleurs sur leur site internet, ils ont commencé déjà à promouvoir le rhum sans pan et à en parler sur leur site. Donc je vous invite à aller voir leur site internet, les whisky du monde. Une fois, donc, pour en venir à la fermentation, une fois qu'on termine la fermentation de 6 jours, on envoie donc le Vesoul dans une cuve qui est à 10 mètres au-dessus de l'alambic pour une alimentation par gravité. Question de nouveau la question de Laurent Cuvier qui Non. demande si on rajoute de l'eau dans la presse aussi. Non, on ne rajoute pas d'eau dans la presse. Le seul moment où la canne va être en contact avec de l'eau, c'est quand on va les nettoyer dans le bassin juste à côté de la presse. Donc c'est un bassin d'eau en fait où on plonge la canne à sucre pour la frotter, pour la débarrasser du sable et de la terre qui serait éventuellement collée sur la tige. Mais on n'ajoute pas d'eau pendant la presse. Et ce qui nous permet d'avoir, oui, parce qu'on a quand même une canne à sucre, j'avais oublié de vous en parler, une canne à sucre qui est quand même assez riche en sucre, on est en moyenne à peu près à 20 Brix, qui nous permet d'avoir un 20 de canne fermenté qui titre à peu près à 10-11% d'alcool en fin de fermentation. Donc voilà, on va essayer vraiment d'aller chercher, de concentrer un petit peu tous ces arômes de cette canne à sucre vietnamienne. Donc dans l'alambic, je ne vais pas vous expliquer le procédé, hein, je pense que tout le monde le connaît. Un alambic à colonne, 11 plateaux d'extraction où on va extraire donc, les alcools et les arômes, 2 plateaux de concentration qui sont au-dessus de l'arrivée d'alimentation de la colonne, qui vont permettre de concentrer les alcools, et une lentille de rectification qui va servir à refroidir et à condenser une partie des vapeurs chargées en alcool et en arôme, et qui va aussi également me permettre de définir le titre alcoolémique du rhum en sortie d'alambic. Donc on règle un petit peu cet alambic pour avoir un rhum, donc comme je vous l'ai dit, entre 70 et 72. Donc ce brut de colonne réceptionné, on va le mettre en cuve de maturation pendant une durée minimum de 6 mois. Pardon. Donc 6 mois minimum en cuve où on va procéder à la réduction. Donc la réduction, c'est quand même aussi un procédé ultra sensible en fonction de la rapidité de dilution, en fonction de la qualité d'eau. Ça va apporter toute une palette aromatique et un profil au rhum. Donc ici à la distillerie d'Indochine, on a un système de filtration de l'eau par osmose inversée. Donc on va aller puiser de l'eau dans le sol. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a de l'eau partout, il suffit de creuser pour trouver de l'eau. Donc on a foré ici sur le terrain plusieurs endroits pour aller pomper de l'eau, on est à peu près à 25 mètres de profondeur. On récupère cette eau. Alors cette eau, bien entendu, on l'analyse dans un laboratoire officiel vietnamien. On fait également des analyses dans des laboratoires œnologiques à Cognac pour être sûr de la composition de cette eau. Cette eau, on va la filtrer par osmose. Donc le principe, en fait, c'est un petit tamis, enfin c'est un tamis où les trous sont plus petits que la molécule d'eau, et par pression, on va bien pousser la molécule d'eau dans ce petit trou, et le tamis va venir débarrasser les molécules qui seraient greffées sur la molécule d'eau. Donc tout ce qui est minéraux, tout ce qui est sel, pour essayer d'avoir une eau la plus pure possible, pour éviter tout ce qui est, on va dire, pollution, entre guillemets, aromatique du rhum. Parce qu'en fonction de la salinité, et de la minéralité de l'eau, ça va venir un petit peu donner des différences à l'arôme du rhum.
commence Non, j'ai une question de question. pardon. Oui. Qui me demande si tu peux nous expliquer pourquoi la sortie de colonne entre 70 et 72 et pas plus. Alors après, ça c'est aussi un petit peu des choix personnels, des choix gustatifs. Je me suis rendu compte qu'à des degrés de 70 et 72, on avait quand même une puissance aromatique bien marquée et un alcool structurant présent, mais qui ne prenait pas le dessus. Et ce qui marchait également après dans la réduction. Donc après, ça c'est un petit peu aussi des choix, on va dire, personnels gustatifs. Une autre question encore, on va parler du 65, justement, que Laurent a eu l'occasion de goûter. Grâce à Anne, merci Anne. Voilà. La petite question, la durée de repos, le brassage, l'aération est de combien de temps, vu qu'il n'y a pas de réduction, il n'y a pas vraiment une grande réduction sur le 65? Non, il n'y a pas de grande réduction. Alors, on va toujours marcher avec du goutte à goutte. Alors on a essayé de faire aussi des piquages, on remonte un petit peu le rhum dans les cuves pour l'oxygéner un peu. On le laisse quand même tout de même entre 6 et 8 mois en cuve pour bien le reposer. Et de toute manière, ça c'est un minimum parce que l'ensemble de nos rhums sont conservés dans les cuves et pas en bouteille. On préfère les laisser en cuve à température stable, à l'abri de la lumière et de toute impureté, on va dire, pour une meilleure conservation. Et en plus, ça permet au rhum aussi d'évoluer, de maturer. Ou contrairement, où quand on le met en bouteille, où il reste figé et il peut être également un peu pollué, on va dire, par les UV et le soleil. Donc voilà, donc une fois qu'on a ces rhums, on les met en bouteille et on peut enfin les déguster. Donc maintenant, alors je ne sais pas si vous avez encore des questions sur tout ce qui est production, n'hésitez pas avec vos questions, on y répondra bien volontiers. On a beaucoup d'amateurs de rhum qui étaient au Rhum Festival l'année dernière justement, qui ont déjà goûté les rhums et qui sont bien impatients de nous trouver en France. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sachez qu'on sera normalement, enfin même c'est sûr, si le Rhum Fest a lieu, on croise les doigts. En juillet, on sera présent donc, au Rhum Fest, donc avec le 65, le 54 et le 43, qui est le 43 une nouveauté pour la France. Et on aura aussi peut-être d'ici là quelques petites surprises sur des avant-premières, sur tout ce qui va être peut-être ambré et spice. Mais enfin bon, il est encore un peu tôt pour en parler, mais j'espère pouvoir vous présenter quelques belles surprises pendant ce Rhum Fest. Alors maintenant, voilà, pour ce qui est de la production, un peu comme on fait les rhums sans pan, on va parler un peu plus maintenant de sampan, de rhum sans pan. Pourquoi sans pan? Donc je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer l'étiquette. Voilà, je ne sais pas si je suis bien cadré, je redresse, j'ai des directeurs techniques plus bas, voilà. Donc, rhum sampan avec donc un bateau comme logo qui est un sampan justement. Donc pourquoi sampan? En fait un sampan c'est un bateau de cabotage qui permet justement la liaison de toutes les marchandises qui arrivent par des galions, ou qui arrivaient plutôt par des galions de l'océan. On déchargeait ces galions, on chargeait les sampans et les sampans remontaient les rivières pour pouvoir alimenter en marchandises l'intérieur des terres. Donc le sampan, c'est ce bateau qui permet en fait cette liaison entre l'intérieur des terres et l'extérieur et le large et un petit peu tous ces produits qui nous viennent du large. Un sampan, c'est également aussi un bateau typique d'Asie du Sud-Est. Donc on peut en retrouver énormément à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, également au Vietnam, dans la baie d'Along. Vous pouvez voir un petit peu sur internet des photos de sampans magnifiques dans cette magnifique baie. Donc pour nous c'était un moyen aussi de montrer, de mettre en avant cette Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam. Le bateau, à travers, voilà, parce que le bateau c'est un petit peu aussi à l'origine de tout ce qui est on va dire, le trajet, l'histoire du rhum. C'est pour ça qu'on voulait un bateau comme logo de notre rhum. Et donc le sampan était la chose la plus appropriée pour nous. Donc vous pouvez voir aussi donc, que la voile du sampan est rouge, qui est sans rappeler bien sûr le drapeau vietnamien. Et au-dessus du sampan, il y a l'étoile du drapeau vietnamien qu'on a déstructuré, mais qui est aussi l'étoile un petit peu, les étoiles qui permettent la navigation de nuit pour tous ces navigateurs de grand large. Donc aussi,
donc un petit rappel, l'origine du mot sampan viendrait d'Amérique du Sud. Il aurait été véhiculé par les grands navigateurs au XVe siècle pour arriver jusqu'ici en Asie. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à nos amis d'Amérique du Sud, producteurs de rhum, qu'on a choisi ce nom. Et un deuxième clin d'œil également qu'on a voulu faire avec le rhum sampan, c'est en choisissant donc, cet endroit ici à Hoi-An, à Da Nang. On est au niveau du 15e parallèle, plus ou moins, sous la même latitude que les Caraïbes, et notamment nos amis de Martinique et de Guadeloupe. Donc pour nous, c'est voilà, deux clins d'œil un peu aux origines du rhum, où voilà, l'origine de la canne à sucre rencontre l'origine du rhum. Donc voilà un petit peu pourquoi nous avons choisi ce nom, tout simplement. Donc maintenant, je vais un peu vous parler des produits disponibles sampan. Donc aujourd'hui, ils sont du nombre de 4, donc 4 rhums type agricole en blanc. Nous avons un 48, 48% d'alcool, un 54, un 65 et un 43 qui était pour la France, mais qu'on va sans doute décliner pour d'autres marchés. Aujourd'hui, donc le 48, le rhum sampan 48 a été médaillé d'argent à la World Spirit Competition de Singapour. On a eu également une médaille de bronze avec une note de 88 sur 100 à l'AWSC de Londres. Le 54 a eu une double médaille d'or à la World Spirit Competition de San Francisco, ainsi que Best in Class. Nous avons eu une médaille d'or aussi au concours Top Rhum de Paris, où les juges, je crois, étaient des meilleurs ouvriers de France. Et nous avons eu aussi récemment une médaille d'or à la compétition internationale de Lyon. J'y reviendrai. Et le 65, donc voilà, qui est plus ou moins un brut de colonne. J'ai pas voulu le sortir à 70 parce que voilà, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes en Asie, plus particulièrement au Vietnam, où nous sommes distribués depuis 6 mois. Le Vietnamien et les Asiatiques en règle générale ne sont pas très connaisseurs de tout ce qui est rhum agricole. Donc du coup, sur voilà, pur jus des rhums pur jus de canne type agricole ne sont pas très connaisseurs. Donc du coup, on ne voulait pas forcément effrayer nos consommateurs en proposant des choses à plus de 70. Donc c'est pour ça qu'on a effectué une petite réduction pour essayer quand même de pouvoir présenter le rhum sampan 65. Donc pour l'instant, c'est ce qui est disponible aujourd'hui. Vous avez vu donc, les barriques qui sont derrière moi. Donc là, pour l'instant, sur ces barriques qui sont des barriques ex-cognac de 3 ans à moyenne chauffe. Désolé pour ce contretemps. Donc voilà, on venait de parler des rhums. J'aimerais vous parler maintenant de ce qui est un petit peu dans les tuyaux, ce qui est à venir cette année et les années suivantes. Donc aujourd'hui, cette année, ce qu'on aimerait pouvoir présenter, c'est tout d'abord un spice. Donc un spice qui sera un assemblage de rhum blanc, de rhum pur jus de canne vieilli dans des barriques de cognac. Pour l'instant, ça fait environ, on va dire 8 mois qu'on essaie de faire des tests. On n'a pas été encore complètement satisfait des essais qu'on a pu faire. Aujourd'hui, on aimerait bien faire des essais d'assemblage avec des rhums à base de mélasse. La mélasse, ici, on peut en trouver facilement et de très bonne qualité. Donc on a fait déjà plusieurs analyses. Nous avons fait des échantillonnages de mélasse qu'on a analysés. On est en train de faire des essais en labo. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire dans les prochaines semaines un essai avec l'alambic et les fermentations ici à la distillerie pour pouvoir assembler des rhums de pur jus de canne et des rhums de mélasse. La mélasse va apporter beaucoup de richesse et je pense que c'est important dans un rhum spice. Donc ça, j'espère pouvoir le sortir d'ici la fin de l'année. Les rhums vieux, quant à eux, sortiront fin d'année prochaine, fin 2021.
Donc on fera des millésimes. Donc la première sortie sera des millésimes 2018. On gardera une partie des barriques pour faire du 5 ans et une partie pour faire des plus vieux. Donc nous, on aimerait aussi également faire un focus justement sur notre chai à barriques. Donc c'est pour ça que chaque année, on espère pouvoir commander de plus en plus de barriques. Mais bon, après, voilà, il y a quand même des réalités, on va dire, économiques. On est une entreprise assez jeune. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'immobilisation, notamment dans la création d'un parc à barriques et dans le vieillissement des rhums. Mais c'est un peu ce qu'on aimerait faire. Dans un deuxième temps, on travaille également aussi sur des rhums high ester grand arôme. Donc là aussi où la mélasse aura son importance. Donc ça pareil, on est toujours en cours d'essai, donc on est toujours en phase laboratoire. Mais cette année, on pense pouvoir réaliser des essais à plus grande échelle pour pouvoir sortir les premiers échantillons d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est un peu ce qui est dans les prévisions à la distillerie d'Indochine. Après, donc ça c'est sur les produits. Après, on aura des formats qui vont être différents. On a aussi des bouteilles de 50 centilitres qui arrivent et des bouteilles de 20 centilitres qui vont pouvoir nous faire des coffrets sur l'ensemble sur les 4 références que nous avons disponibles pour l'instant. Et pouvoir aussi travailler un peu plus avec hôtels, restaurateurs, etc. Donc je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions, Jacques. Oui, on a bien répondu. On me demande là, juste à l'instant, Grégory qui me demande le rhum vieux, combien de degrés il va sortir? Alors pour l'instant, on n'a pas trop d'idées. On a entonné les barriques à environ 60-62. Aujourd'hui, avec le vieillissement tropical, on a quand même une part des anges d'environ entre 8 et 10% sur l'ensemble des barriques. Aujourd'hui, on a fait les tests. Après un an de vieillissement, le rhum était descendu à environ 58%. Donc d'ici un an, je ne sais pas combien il va être. Alors par projection, il sera sans doute à 56 ou dans les environs. Mais une chose est sûre, c'est que pour le rhum vieux, il ne sera pas en dessous de 45. Donc on va procéder à plusieurs essais, mais de toute manière, pour une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas en dessous de 45. Ici, donc au Vietnam, un peu comme dans les Caraïbes, on bénéficie d'un vieillissement tropical. Donc voilà, une grande hydométrie, donc très humide et assez chaud, où on a d'abord l'alcool qui s'évapore, ce qui va permettre de concentrer un petit peu les arômes et d'avoir quelque chose de très suave, de très velours en fin de fermentation. Donc en fait, tout dépend des résultats de fin de vieillissement, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas beaucoup de recul. Ce sont les premières barriques qu'on a ici en stock. Donc encore une fois, il faut voir le rendu final avant de pouvoir établir un degré d'alcool. Et c'est d'ailleurs pour ça que les étiquettes de Sampan ont été imprimées dans un premier temps sans les degrés d'alcool, parce qu'on n'avait pas de visibilité sur les degrés d'alcool qu'on allait choisir pour faire nos différentes étiquettes. Et du coup, je reviens beaucoup, ça va la question d'Olivier qui demande si tu vas faire des brutes de fût. Oui, nous allons faire des brutes de fût, donc ça c'est prévu. On va sélectionner les barriques qu'on préfère, tout simplement. Donc ça va être des choix un peu personnels, je pense qu'on va un petit peu se bagarrer avec Yann et Julien. Mais des brutes de fût sont prévues. Dans un troisième temps, on va dire, des finishes seront également prévus. Mais là, encore une fois, on a besoin d'avoir déjà une stabilité dans la production de nos rhums vieux. Une autre question de Gilbert qui nous demande, vu qu'on est un peu une production un peu limitée, parce qu'on est au début justement, quels sont les marchés prioritaires pour nous? C'est plutôt l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord? Très bien. Alors, bonjour Gilbert, merci pour ta question. Alors aujourd'hui, nous on travaille avec un partenaire distributeur au Vietnam sur l'ensemble du marché vietnamien. Nous avons aussi ouvert le marché cambodgien et le Singapour, là où on travaille déjà avec des partenaires business. Cette année, on a renforcé aussi notre distribution. On va être distribué au Sri Lanka, Maldives, aux Philippines, à Hong Kong, en Chine, en Nouvelle-Calédonie. Et puis, je crois que c'est tout. Donc pour l'instant, l'Asie, évidemment, c'est un peu notre ADN. C'est un peu,
on est un peu chez nous entre guillemets. La France également arrive donc en juin. La France est pour nous voilà, un marché quand même très important parce que c'est un petit peu l'origine du rhum agricole et c'est un peu là où il y a des connaisseurs et des gens qui apprécient les rhums pur jus de canne. Donc on fera de nombreux événements, on se déplacera souvent également en France pour présenter au cours de marchés ou de compétitions nos rhums. Voilà. Ah oui, alors aujourd'hui, donc oui, c'est vrai que je rebondis sur ta question, Gilbert, production limitée. Donc la première année, on a commencé à produire donc en 2018. En fin d'été 2018, on a produit en grosso modo 10 000 bouteilles. L'année dernière, donc la cuvée, les cuvées qu'on commence à embouteiller de l'année dernière, on a fait à peu près 15 000 bouteilles. Cette année, on tablait sur 20 000. Mais avec voilà, la situation sanitaire actuelle, là pour l'instant on a été un peu obligé de stopper notre production. Cependant, on pourra toujours la reprendre parce que la canne à sucre est disponible dans la région de février jusqu'à septembre. Donc si les choses s'améliorent, on pourra reprendre la production. Mais ça va nous permettre aussi de faire des essais, d'aller un peu plus loin dans des essais de mélasse, de high ester. Et donc du coup, on va prendre ce temps pour essayer de développer des nouvelles choses. Voilà. Donc je ne sais pas si on a répondu à tout le monde. S'il y a d'autres questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce que j'ai fait le tour? Julien, Yann, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, on aimerait surtout rajouter, dès que cette situation évolue, c'est que bien sûr tout le monde est le bienvenu à visiter la distillerie ici au Vietnam. Évidemment. Et partager la passion qu'on a ici tous les quatre. Ça c'est le plus important. On espère que cette situation va être résolue le plus rapidement possible. On espère en tout cas que vous avez donné envie de venir nous voir. Déguster les rhums sans pan qui arrivent bientôt en France. Et on vous remercie pour votre intérêt. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir visiter la distillerie Richer ici sur ces plages vietnamiennes. Voilà, et à partir du mois de juin, n'hésitez pas à contacter notre partenaire les Whisky du Monde pour toute information quant à la distribution en France. Sinon, moi je vous retrouve au Rumfest. Tous les trois sur Rumfest. Voilà, tous les trois, on sera tous présents au Rumfest pour vous présenter quelques nouveautés, on l'espère, et l'ensemble de la gamme sans pan. Voilà. Allez, Merci bonne à fin de tous. journée. Bonne fin de journée à tous. Portez-vous bien. C'est l'heure du petit punch pour nous. Bonne fin de journée. Au revoir. Portez-vous bien.